Question concrète, Régis Le Sommier. Hier, l'Iran a revendiqué la pluie de missiles balistiques qui se sont abattus sur Israël de la façon suivante. Je cite: Nous avons agi en réponse aux martyrs d'Ismaël Haniyeh, Hassan Nasrallah et Abbas Nilforoussan, adjoint au chef des gardiens de la Révolution. Question: comment les Israéliens ont-ils réussi justement cette percée? Comment ont-ils obtenu cette victoire? Alors, c'est une histoire incroyable et pour l'expliquer, je vais vous raconter une anecdote personnelle, une anecdote de reportage qui va vous expliquer, vous faire comprendre qui sont les gens du Hezbollah. Parce que vous savez, on parle toujours des gens du Hezbollah, on connaît Nasrallah, mais on ne connaît pas les combattants. Le 31 mars 2016, c'était la fin de la bataille de Palmyre, bataille qui était menée par l'armée syrienne de Bachar el-Assad pour reconquérir la cité antique de Palmyre, celle qui a été érigée il y a 3000 ans, des mains de Daesh qui venaient d'y passer 2 ans. Nous étions une petite équipe de journalistes, les premiers à avoir foulé des pieds la cité antique, à être retournée. On avançait dans les ruines, on pouvait constater ce qui avait été détruit par Daesh. Vous vous souvenez, ils avaient plastiqué des temples. Le temple de Bel, qui était le plus gros temple de Palmyre, le plus ancien, ils l'avaient détruit. Et au fur et à mesure, on regardait ça avec sidération. Le soir montait et il a fallu partir. Et à un moment, vous savez, dans les zones de guerre, parce que au milieu, la bataille n'était pas terminée, il y avait encore des coups de feu, il y avait des bombes qui explosaient, il y avait des démineurs qui étaient à la manœuvre, des démineurs russes. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une colonne calcinée, de véhicules calcinés. On demande à notre fixeur d'aller voir cette colonne. On est un journaliste, on veut voir ce que c'est. Et là, vision d'horreur, on tombe sur des véhicules avec des djihadistes calcinés, des corps calcinés au milieu. Et notre fixeur est très inquiet parce que le jour tombe, la zone n'est pas sûre, il faut partir, il dit arrêtez avec les photos, vous rentrez dans la voiture. Donc on rentre dans la voiture, on est la dernière voiture à partir, le convoi avec qui on était est déjà parti. Et puis là, tout à coup, on arrive en haut d'une colline et j'ai du mal à voir les véhicules tant ils sont camouflés dans le sable. Je vois tout à coup une série de véhicules alignés comme ça. Il y avait juste un petit essuie-glace pour le chauffeur, pour une petite fenêtre pour que le chauffeur, mais sinon puisse voir. Mais sinon, les véhicules étaient complètement fondus dans le désert. Et sur ces véhicules, il y avait des soldats. Alors des soldats tout à fait calmes, un profil, le breulage impeccable, le talkie-walkie, des visages avec des barbes pas du tout ostentatoires, des barbes très courtes, souriants, calmes. Vous savez, on dit toujours le calme des vieilles troupes, mais si vous voulez, nous on venait de passer une semaine avec des soldats syriens assez ventripotents, plutôt dégradés, enfin un vrai. Et puis là, tout à coup, on est face à ces soldats et on se dit on n'est pas dans la même dimension. C'est un choc. C'est un choc, oui. Pourquoi ? C'est un choc parce que, si vous voulez, on se dit, notre fixeur nous dit à la radio, je l'entends dire Ridwan, et Ridwan c'est l'unité d'élite du Hezbollah. Alors, ces soldats, donc, qui ont plutôt le côté chat maigre des forces spéciales françaises, ça ressemble aux gens du premier PIMA, plus qu'aux Américains qui sont plutôt Team Six, plutôt avec des gros muscles. Ils sont heureux, ils viennent de reprendre Palmyre, au nom de Bachar el-Assad, évidemment, c'est l'arc chiite dans toute sa splendeur. J'en côtoierai d'autres, des hommes du Hezbollah, j'ai couvert la bataille d'Alep peu après, mais ils étaient fondus dans la masse. Le Hezbollah, on les voit pas. Là, je les voyais, je les avais devant moi. Alors, ce Hezbollah, en effet, il a commencé, si vous voulez, il est venu en aide à Bachar el-Assad en 2013. Ce sont, en fait, si vous voulez, tout a commencé quand Nasrallah a donné l'ordre, comme la guerre civile syrienne était tournait mal pour son allié, de s'engager dans la guerre en Syrie. Alors d'abord, il y a eu une première victoire
en mai 2013, donc bien avant Palmyre, sur la ville de Koussaïr, où les hommes du Hezbollah ensuite ont été de toutes les batailles de la Syrie. Alors ils sont devenus une force considérable. Évidemment, ils ont complètement refondu cette vieille armée syrienne. Alors il y en avait encore des exemplaires, on en a vu, si vous voulez, mais ils l'ont refaçonné d'une armée post-soviétique. Ils en ont fait une véritable brigades de combat qui ont combattu et qui ont repris les villes aux djihadistes et à l'opposition syrienne. Alors, le problème du Hezbollah, c'est qu'il n'est plus dans son territoire. Jusqu'à présent, vous savez, c'est une organisation qui a lutté contre Israël au Liban Sud. C'est comme ça qu'elle est née, de l'invasion et de la présence d'Israël pendant 18 ans, à partir de 82, au Liban Sud. Et là, tout à coup, elle n'est plus dans son écosystème, on va dire. Le Hezbollah perd des hommes aussi, les familles se plaignent, les obsèques se sursuccèdent au Liban, ça on le sait. Parfois, les amis viennent, prennent des photos, c'est les obsèques de tel ou tel combattant. Puis parfois, ce que fait le Hezbollah, il y a un commandant qui passe très discrètement, toujours très discrètement, mais il est sur la photo. Et derrière les écrans, quand ces photos sont sur les réseaux sociaux, il y a les Israéliens qui regardent qui répertorient, qui, avec leur formidable capacité, vous savez, on appelait Israël la Startup Nation, il y en a une d'autres qui ont revendiqué ce terme, mais Israël, c'était vraiment la vraie Startup Nation, ça l'est toujours, avec des performances, justement, dans le traitement de ces données. Alors, ces pertes aussi, il faut les combler, donc il faut élargir le recrutement. Élargir le recrutement, ça veut dire fournir des troupes moins disciplinées, moins habituées à la discrétion. Et pour le Mossad, c'est plus facile d'infiltrer des gens. Avant le Mossad, si vous voulez, je prends juste un exemple. En 2006, pendant la guerre entre le Hezbollah et Ehud Olmert et Israël, Ehud Olmert, qui était le Premier ministre, a donné 3 fois l'ordre d'assassiner Nasrallah. À chaque fois, Nasrallah y a échappé. En 2006. Voilà, en 2006. Donc, si vous voulez, c'est un peu... Je vais faire une comparaison. Le Hezbollah, quand il était au Liban, c'est Monsieur de Charette en Vendée. Tant qu'il est sur son territoire, ça fonctionne. Dès qu'il sort, il va devenir tentaculaire et il va sortir de son cadre. Je me souviens d'une interview que m'avait donnée Saad Hariri, vous vous souvenez, le Premier ministre libanais, qui disait il faut bien faire la distinction. Au Liban, le Hezbollah joue un rôle politique, il a des armes, certes, mais il ne les utilise pas sur le sol libanais. Saad Hariri est un ennemi du Hezbollah. L'intérêt du Liban est de faire en sorte que ces armes ne soient pas utilisées ailleurs. Et il disait, de là vient le problème. Beaucoup au Liban pensent ainsi, même chez les alliés du parti chiite. Dernière question, mon cher Régis, que s'est-il donc passé pour que les Israéliens parviennent finalement à s'infiltrer au cœur même du Hezbollah? Alors, comme il a fallu, je vous ai parlé de la Syrie, il a fallu organiser des opérations militaires, donc il a fallu communiquer avec les Russes, avec les Syriens, avec les Iraniens. Tout ça, évidemment, ça laisse des traces. Les Russes étaient observés, scrutés par les Israéliens, par les Américains. Donc finalement, les Israéliens ont changé leur approche par rapport au Hezbollah. Ils ont arrêté de le considérer purement comme une organisation militaire. Et ils ont essayé de comprendre comment tout ça fonctionnait. Et ils ont mis à disposition, évidemment, des logiciels, dont un qui est très intéressant, qui a été inventé par la CIA, qui s'appelle Pattern of Life, qui indique, par exemple, à quel moment un commandant du Hezbollah, dans sa vie civile, va faire un voyage imprévu, un petit changement d'agenda, et tout de suite, le logiciel le signale. Donc la surveillance n'avait pas lieu non plus uniquement sur les ondes et les réseaux. Et là, c'est extraordinaire. Les Israéliens ont répertorié toutes les constructions, les modifications de bâtiments du Liban Sud et de Beyrouth. Chacune d'entre elles considérait qu'elle contenait potentiellement une cache, un silo de missiles. Depuis un mois, la chasse israélienne les éradique les unes après les autres. Alors, et il y avait une taupe aussi infiltrée. Il semblerait, au sein du pouvoir iranien. Tout à fait. À ne pas négliger justement le rôle possible d'une taupe. Alors cette fois, ce serait chez les Iraniens. Il y a quelques jours, sur CNN, l'ancien Premier ministre iranien, alors il n'est plus dans le jeu politique, mais il parle, il s'appelle Mahmoud Ahmadinejad, tout le monde le connaît. Il a expliqué qu'il y avait une unité qui avait été créée par les gardiens de la Révolution pour traquer le Mossad.
Et il a dit, en fait, on s'est rendu compte que le chef de cette unité était lui-même du Mossad. Voilà ce que nous a dit Mahmoud Ahmadinejad. Donc là, l'assassinat ciblé dans sa résidence d'Ismaël Haniyeh en juillet dernier, à Téhéran, le jour même de l'investiture du nouveau président iranien, à laquelle le guide suprême assistait, eh bien, on peut laisser penser que les Israéliens auraient pu aussi éliminer ces deux personnages. Ils ne l'ont pas fait, mais ça prouve qu'ils ont vraiment pénétré au cœur du pouvoir. Le Hezbollah, j'ai expliqué, peut-être une taupe chez les Iraniens, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé.